Une cabane isolée dans une forêt du Missouri. Une femme qui cherche simplement un toit. Un message anonyme envoyé au FBI. En 2021, la disparition d'une maman de 6 enfants semble n'être qu'une histoire banale, jusqu'à ce que des photos terrifiantes parviennent aux autorités, transformant cette affaire en l'une des enquêtes les plus glaçantes de l'histoire criminelle récente, et je pèse mes mots. Ceux qui se cachaient derrière les murs de cette cabane, perdus au fond des bois, défient l'imagination. Parfois, les pires monstres ne sont pas ceux des contes de fées, mais des hommes ordinaires qui nous tendent la main. Plongez avec moi dans l'horrifique affaire Cassidy Rainwater. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête criminelle et accrochez-vous, ça va être chaud. Bon, juste avant, si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en vous abonnant et je vous remercie d'avance pour ça. Qu'on se le dise, l'égalité des chances est une légende. Et la chance, c'est un peu comme les problèmes. Si tout le monde en a, certains en ont définitivement plus que d'autres. Comparez Brad Pitt et moi. Il y en a un qui a beaucoup plus de chance que l'autre. Mais force est de constater qu'il existe malheureusement des personnes qui ne sont pas nées sous une bonne étoile et vont de déconvenues en déconvenue, à l'image de Cassidy Rainwater, une femme de 33 ans, qui n'avait pas une vie des plus heureuses avant qu'elle ne prenne une tournure dramatique. En 2021, cette mère de 6 enfants réside chez une connaissance à Lebanon, dans le Missouri. Un homme qui a gentiment accepté de l'héberger quand elle s'est retrouvée sans domicile fixe. Cassidy est séparée de fait depuis 2012. Mais 9 ans plus tard, elle est toujours mariée à un dénommé Zachary Paul. Et ce n'est pas un choix. La procédure à entamer pour divorcer est simplement trop coûteuse pour l'ex-couple. Les difficultés financières font en réalité partie intégrante du quotidien de Cassidy, depuis de nombreuses années. C'est peut-être aussi pour cela qu'en plus d'avoir dû prendre ses quartiers chez un tiers, elle n'a la garde d'aucun de ses enfants. Pour que vous puissiez comprendre qui est Cassidy, il faut que je vous parle plus en détail de ses jeunes années. Une période charnière de nos vies, durant laquelle les traumatismes qui nous sont infligés peuvent avoir de lourdes conséquences sur nos quotidiens d'adultes. On sait malheureusement peu de choses sur l'enfance de Cassidy en elle-même. Mais il est possible qu'elle soit issue d'un foyer dysfonctionnel. Une éventualité qui expliquerait le fait qu'elle ait visiblement tendance à tisser des relations qui le sont tout autant. Au lycée, Cassidy se met en couple avec un dénommé Ben, et à seulement 17 ans, elle tombe enceinte. Mais entre consommation de drogue, d'alcool et rupture régulière avec le père du bébé, elle n'est tout simplement pas en mesure d'offrir un environnement sain à leur enfant. Son fils est alors placé pour être adopté par une autre famille. Un déchirement pour Cassidy qui, après avoir eu une adolescence compliquée, a un début de vie d'adulte pire encore. Elle n'a que 19 ans quand une véritable tragédie frappe les siens. Et c'est peu de le dire, vu que sa mère, Tracy Wawasuk, a mystérieusement disparu le 13 avril 2007. Selon les dires de Leonard Couch, son conjoint, la femme de 43 ans est sortie chercher des pointes de flèches amérindiennes dans les bois ce jour-là, et elle n'est jamais revenue. Cependant, si l'on croit le témoignage de l'une de ses amies, Tracy avait une relation extrêmement toxique avec lui. Il n'est donc pas impossible qu'il soit mêlé à tout cela. Mais ce n'est qu'une supposition de ma part parce que s'il a été interrogé, il n'a jamais été mis en cause dans l'affaire, et encore moins inculpé. Quoi qu'il en soit réellement, la trace de Tracy n'a pu être retrouvée par les enquêteurs. Seulement, ses restes sont finalement découverts plus d'1 an après les faits, par un agriculteur de Lebanon. L'homme est en train d'épandre de l'engrais sur ses terres près de la ville en mai 2008. Lorsqu'il aperçoit une chaussure et des os humains. Il sera plus tard confirmé qu'il s'agit de ceux de Tracy. Mais compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis sa disparition, il est impossible de déterminer la cause, ou la date précise de son décès. Petit point supplémentaire, le terrain de l'agriculteur en question était très proche du logement de son conjoint. Maintenant, je vous laisse vous faire votre avis sur la question de son éventuelle implication. Les choses étant ce qu'elles sont à l'époque, l'affaire du meurtre de Tracy Wawasuk reste irrésolue. Officiellement, l'enquête est d'ailleurs toujours ouverte à l'heure actuelle. Dans les années suivantes, marquée par ce deuil qu'elle n'a pas pu faire faute de réponse, Cassidy peine à trouver sa place dans la société. De l'avis de tous, c'est une femme d'une grande gentillesse, mais également un électron libre, qui mène une vie assez instable. Elle enchaîne les petits boulots et vit au jour le jour, sans jamais réussir à s'établir durablement, y compris aux côtés des hommes avec lesquels elle a des enfants. Plusieurs de ses proches ont affirmé qu'elle avait des problèmes,
sans qu'il n'ait été précisé de quel type de problème il s'agissait exactement. Ce que l'on sait de sûr, c'est qu'en 2021, Cassidy se retrouve sans domicile fixe. Cela provoque chez elle une réelle prise de conscience. Elle réalise qu'il est grand temps qu'elle reprenne sa vie en main. À 33 ans, Cassidy est bien décidée à s'en sortir. Elle veut trouver un emploi stable, un logement permanent et nouer des liens plus solides avec sa famille, plus particulièrement avec ses enfants. Pour atteindre ses objectifs, Cassidy a néanmoins besoin d'un endroit où séjourner temporairement, le temps de se remettre sur pied. C'est la raison pour laquelle elle a accepté qu'un dénommé Jim l'héberge. Malheureusement, le sort semble s'acharner sur Cassidy, parce que le 25 août 2021, Cora Terry, l'une de ses tantes par alliance, contacte le bureau du shérif du comté de Dallas. Cette femme, qui a la garde de l'un des enfants de Cassidy, veut signaler sa disparition. Cora révèle que la dernière fois qu'elle l'a vu remonte à environ 6 semaines en arrière. Alors, cela peut évidemment sembler surprenant qu'elle ne l'ait pas porté disparue plus tôt. Mais avant qu'elle ne décide de changer, ses proches étaient habitués à ses absences prolongées. Son mode de vie et ses relations compliquées avec sa famille faisaient qu'elle pouvait parfois passer un moment sans donner de nouvelles. Sauf que cette fois-ci, la situation est différente. Parce que 6 semaines, c'est beaucoup trop long. Cassidy a beau ne pas avoir la garde de ses enfants, elle les aime tous énormément. Et n'a jamais passé autant de temps sans les contacter ou venir les voir. À mesure que l'été 2021 avançait, l'inquiétude a commencé à germer dans l'esprit de Cora. Parce qu'après avoir vu sa nièce si déterminée à s'en tenir à toutes les bonnes résolutions qu'elle venait de prendre, un tel silence radio paraît aussi étrange qu'illogique. Cora affirme que la dernière fois qu'elle a aperçu Cassidy, elle se trouvait en compagnie de Jim, l'homme chez qui elle devait vivre temporairement. Par chance, elle lui avait dit qu'il résidait sur Moon Valley Road, à Lebanon. Et par là-bas, il n'y a pas pléthore d'habitations. C'est donc le jour même que l'un des adjoints du shérif se rend chez l'individu en question, pour vérifier que tout va bien pour Cassidy. Une procédure standard quand la disparition d'un adulte est signalée. C'est généralement ce qui est observé durant ce contrôle qui détermine si une enquête va être ouverte ou non par la suite. Jim vit dans un endroit boisé très isolé, et il n'y a sur le terrain de 3 hectares qu'il occupe aucune maison à proprement parler. Seulement une cabane, pour le moins rustique. Une cabane dans laquelle Cassidy ne se trouve pas. Et il n'y a d'ailleurs rien à l'intérieur qui indique qu'elle a déjà vécu ici. Une chose qui n'a apparemment rien d'anormal selon le propriétaire des lieux, vu qu'elle est partie depuis déjà un moment. L'homme âgé de 58 ans, dont le nom complet s'avère être James Phelps, dit au représentant des forces de l'ordre, qui le questionne, qu'elle n'est restée que quelques semaines chez lui. Peu de temps après avoir vu Cora à la mi-juillet, elle a décidé d'aller retrouver l'un de ses amis, qui réside à Boulder, dans l'état du Colorado. James précise qu'il y a environ un mois de cela, elle a finalement pris son sac à dos et a levé le camp au milieu de la nuit, à bord d'un véhicule venu la récupérer au bout de l'allée. Il ne peut pas en dire plus, parce qu'avec l'obscurité, il lui a été impossible de voir le conducteur de la voiture, ou de discerner son modèle. Après cela, il n'a, lui non plus, eu de nouvelles de Cassidy. Un témoignage on ne peut plus crédible quand on connaît ses habitudes. En conséquence, les autorités ne déploient pas le gros des moyens dont elles disposent pour tenter de retrouver sa trace. Des avis de recherche sont diffusés et les dernières personnes qui ont aperçu Cassidy sont questionnées. Mais rien de concluant n'en ressort. Cependant, à la mi-septembre, elle n'a toujours pas donné le moindre signe de vie à quiconque. 2 mois sans aucune nouvelle. Cela soulève évidemment pas mal de questions. Parce que se trouver dans le Colorado n'est pas une raison qui justifie qu'elle ne daigne même pas passer un coup de fil à ses enfants. Ses proches savent que ça n'est pas normal et craignent qu'elle n'ait eu un problème sur le trajet, ou même fait une mauvaise rencontre là-bas. Qui est cet ami dont a parlé James? Et où se trouve réellement Cassidy à cet instant? Alors que le mystère demeure, l'enquête va connaître un rebondissement auquel personne ne s'attendait. Le 16 septembre 2021, alors que l'enquête sur la disparition de Cassidy stagne depuis plusieurs semaines, un événement inattendu vient totalement bouleverser son cours. Dans les bureaux du FBI, à Kansas City, un agent consulte sa boîte mail et découvre un message anonyme dont le sujet, sobrement intitulé « Cassidy », attire son attention. Il ne contient pas de texte, seulement une série de photos attachées qui, lorsqu'elles s'affichent sur son écran, fige l'homme sur place. La nature des images est si troublante qu'il appelle immédiatement ses supérieurs. Les photographies, prises sous plusieurs angles, révèlent une scène cauchemardesque qui fait naître les pires craintes concernant le sort de la victime. On y voit une femme partiellement dénudée et bâillonnée, enfermée dans ce qui semble être une cage rouillée de grande taille. Elle est blessée
est dans une évidente détresse. Il est facile de constater que ces photos n'ont rien d'une mise en scène ou d'un canular, voire d'un photomontage. La victime est rapidement identifiée comme étant Cassidy, toujours portée disparue à ce moment-là. Les clichés ont de toute évidence été pris à l'intérieur d'une habitation rustique, probablement dans une zone rurale. Ce message anonyme change complètement la nature de l'enquête menée jusque-là pour retrouver Cassidy, transformant une disparition inquiétante, mais relativement banale, en une affaire criminelle de la plus haute priorité. Ce qui était jusqu'alors traité comme une possible fugue volontaire devient soudain une course contre la montre pour sauver une vie, mobilisant instantanément des ressources considérables. Enlèvement et séquestration, voire bien plus grave encore, chaque minute compte. Le FBI transmet sans attendre l'information au bureau du shérif du comté de Dallas, et les deux entités entament une collaboration pour identifier le lieu où ont été prises les photos. Elles ne peuvent malheureusement pas questionner l'expéditeur du message, qui a fait un signalement anonyme, et possède une adresse IP allemande. La personne s'est de toute façon sûrement connectée en utilisant un VPN. C'est le moment pour moi de vous parler du sponsor... Non, je rigole. Bon, en l'occurrence, il n'est pas possible de remonter jusqu'à cet utilisateur. Pourtant, le temps presse. Où que soit l'endroit où elle a été photographiée, Cassidy est en grand danger. Il faut la retrouver au plus vite. Heureusement, les forces de l'ordre stationnées à Lebanon qui connaissent ses alentours vont permettre de faire rapidement avancer l'enquête. Parce qu'en voyant les photos reçues par le FBI, certains adjoints du shérif se disent que la cabane, parfois visible en arrière-plan, ressemble quand même énormément à celle de James, l'homme qui est justement la dernière personne à avoir vu Cassidy avant sa disparition. Un point qui se confirme lorsque les autorités y retournent pour faire une comparaison. Les deux bicoques sont en tout point identiques. Moins de 24 heures après la réception du message anonyme, un mandat de perquisition est demandé pour que la propriété de James puisse être fouillée et tous ses appareils électroniques saisis. Le 17 septembre, une équipe d'intervention tactique du FBI, appuyée par des adjoints des bureaux du shérif des comtés de Dallas et Greene, se déploie autour de la cabane isolée. En pénétrant sur la propriété, ils s'attendent à trouver des preuves que Cassidy a bien été enlevée et retenue captive par James. Peut-être même espère-t-il qu'elle est toujours là, quelque part, grièvement blessée et sûrement affamée, mais vivante. À l'extérieur de l'habitation rudimentaire, il y a une grue à portique, du genre de celles qui sont utilisées par les chasseurs pour dépecer le gibier. En entrant dans la cabane, les enquêteurs constatent la présence de la cage, qui est exactement comme sur les clichés envoyés au FBI. En revanche, Cassidy, elle, n'est nulle part en vue. Tout en poursuivant leurs recherches dans la bicoque, les enquêteurs s'emparent du smartphone de James. Le contenu de son portable leur en apprend plus sur ce qui s'est produit en ces lieux. Et ce qui s'offre à leurs yeux est bien pire encore que ce qu'ils auraient pu imaginer. Il y a sur le téléphone de James des photos et vidéos qui documentent la détention de Cassidy, mais aussi les actes de torture qu'elle a subis. Et plus terrible encore, son démembrement. Oui, vous avez bien entendu. On peut voir Cassidy, visiblement morte, être découpée comme un animal dans un abattoir. Certaines des photos montrent sa chair suspendue à la grue à portique qui se trouve dehors. Dans la cabane, il y a des traces de sang et des morceaux de corps emballés, rangés dans un congélateur artisanal. Sur les emballages, une date est inscrite, 24 juillet, un jour qui est celui durant lequel Cassidy a été aperçu en vie pour la dernière fois. Un total de plus de 200 éléments de preuve sont découverts par les autorités sur la propriété de James. C'est un véritable musée de l'horreur, dont l'existence mène à l'arrestation immédiate de son propriétaire. Mais durant son interrogatoire, ce dernier demande sans attendre à avoir un avocat. James se ferme et refuse totalement de parler. Cette attitude ne surprend pas les profilers du FBI, qui notent qu'il présente toutes les caractéristiques d'un psychopathe. L'homme est intelligent, méthodique, et semble totalement dépourvu d'empathie. Par chance, les enquêteurs ont un joker. Parce que si l'on en croit ces échanges de messages, l'homme a apparemment un colocataire. En recoupant les informations disponibles, puis en interrogeant les habitants des environs, ils parviennent rapidement à l'identifier. Il s'agit de Timothy Norton, un routier de 56 ans, et ami de très longue date de James. Ils se sont rencontrés au lycée et n'ont jamais perdu contact depuis, bien que chacun, au départ, menait sa vie de son côté. Une existence qui paraît étrangement normale d'ailleurs, quand on sait ce dont James est capable. Ils se sont tous deux engagés dans des corps d'armée différents, se sont mariés une, voire deux fois, puis ont divorcé. Ils ont également eu quelques démêlés avec les autorités auparavant, mais rien de grave. Seulement quelques délits mineurs liés à des falsifications de chèques ou à des impayés. Finalement, dans les années 90, James est retrouvé seul,
et a emménagé sur sa propriété actuelle. Timothy était dans la même situation et a décidé de venir vivre avec lui par la suite. L'homme est officiellement déclaré comme résident à la même adresse que son ami depuis des années. C'est systématiquement là-bas qu'il se retrouve quand il n'est pas au volant faute d'emploi. Mais à vrai dire, il est possible que les deux hommes partagent plus qu'une simple colocation ou des moments de camaraderie. Et non, je ne parle pas de sexe, mais d'un goût pour un type de viande bien spécifique qu'on ne trouve pas dans le commerce. Lors de la perquisition, les enquêteurs découvrent des indices portant à croire que James et Timothy ont probablement consommé certaines parties du corps de Cassidy. Des résultats d'analyse révèlent que la viande retrouvée emballée dans le congélateur, soigneusement datée, tout comme le sang présent dans la cabane, sont bien les siens. L'analyse ADN, réalisée en urgence par le laboratoire du FBI, ne laisse plus aucune place au doute. Ces os sont également localisés sur une propriété adjacente à celle de James. Une propriété qui, par un tragique hasard, appartenait au grand-père de Cassidy, décédé depuis plusieurs années. Comme si le destin avait orchestré cette ultime cruauté, ramenant la jeune femme à ses racines familiales de la plus terrible des manières. Les autorités s'interrogent cependant. Les meurtriers connaissaient-ils ce lien ? Ou s'agit-il d'une glaçante coïncidence ? Le 19 septembre, alors que l'enquête s'intensifie et que les médias commencent à s'intéresser à cette affaire hors norme, Timothy Norton est appréhendé. L'homme revenait tout juste d'une livraison dans un état voisin. Et les officiers qui l'arrêtent remarquent immédiatement qu'il n'a pas le même caractère que James. Au départ, Timothy nie farouchement être impliqué dans tout cela, allant même jusqu'à affirmer qu'il ne vit pas à la même adresse que son ami. Cependant, il existe la preuve du contraire. Et quand bien même ce ne serait pas le cas, son téléphone borné là-bas le 24 juillet. Il ne peut donc duper personne. Confronté à toutes les preuves qui l'accablent, Timothy craque lors d'un autre interrogatoire, qui a lieu 2 jours après sa mise en détention. Il avoue avoir participé à l'enlèvement de Cassidy, en aidant son amie à l'immobiliser alors qu'elle dormait sur le sol du salon. Selon sa version des faits, il aurait juste tenu les jambes de la victime, pendant que James lui tenait les bras, en montant à califourchon sur elle. Sauf que, après ça, il serait parti. Timothy soutient qu'il n'a en rien participé aux actes de torture ou au meurtre en lui-même. Une déclaration formellement contredite par les images retrouvées sur le téléphone de James, ce qui pousse finalement son ami à changer de version. Petit avertissement pour ceux qui mangent, vous devriez poser votre fourchette, ou faire pause jusqu'à la fin de votre repas avant de reprendre le visionnage. Comme d'habitude, ceux qui regardent la vidéo aux toilettes, vous n'avez pas besoin de bouger. Timothy admet qu'en vérité, oui, il a bien assisté son ami durant tout le processus, si on peut appeler cela de cette manière. Après s'être placé au-dessus de Cassidy, James lui a mis un sac en plastique sur la tête et l'a étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive, pendant que son colocataire lui tenait les jambes. Il l'a ensuite accroché à la grue à portique située à l'extérieur de la cabane et l'a entièrement éviscéré et démembré, avant de se débarrasser de son squelette. Puis les 2 complices ont transporté toutes les parties de son corps, une à une, jusque dans la baignoire de la bicoque. Après ça, James a passé plusieurs heures à les découper pour en faire de plus petits morceaux, avant de les placer, tous datés, au congélateur, vraisemblablement pour pouvoir les consommer à une date ultérieure. Des révélations tout bonnement abominables, qui portent l'enquête à son point culminant, jusqu'à ce qu'un événement des plus inattendus vienne encore compliquer l'affaire. Le 4 octobre 2021, alors que James et Timothy sont détenus depuis déjà plusieurs semaines, une situation imprévue ajoute une nouvelle dimension à cette affaire sordide. La cabane dans laquelle vivaient les accusés, pourtant surveillée par les autorités, prend feu. En quelques minutes, les flammes envahissent la structure en bois. Et à l'arrivée des pompiers, l'incendie a déjà consumé une grande partie de la bicoque. Tout ce qui restait de ce lieu cauchemardesque n'est à présent plus qu'un tas de cendres. Mais au-delà de sa destruction en elle-même, c'est ce que les premiers intervenants découvrent près de la cabane qui les interpelle immédiatement. Et on peut dire qu'il y a de quoi, vu qu'ils remarquent un fil piège, relié à ce qui semble être un engin incendiaire artisanal, placé dans un tube de mortier près de la cabane. Une équipe de démineurs est appelée sur les lieux et parvient à s'en débarrasser en provoquant son explosion sans qu'il n'y ait de blessés. Mais cet incendie criminel soulève de nouvelles questions. Qui a pu vouloir détruire la cabane de James et Timothy ? S'agit-il d'un complice des 2 hommes, cherchant à faire disparaître des preuves qui n'avaient pas encore été trouvées ?
Et si les suspects avaient eux-mêmes piégé la cabane dans laquelle ils vivaient et ses alentours? Peut-être avaient-ils tout anticipé, y compris la possibilité que leur repère soit un jour découvert. Le shérif pense que cette hypothèse n'est pas des plus plausibles. Il serait effectivement difficile d'expliquer qu'aucun membre des forces de l'ordre n'ait vu ou même déclenché le dispositif, durant les nombreuses heures qu'ils ont passées à inspecter la zone auparavant. Le doute reste permis à ce sujet, parce qu'à ce jour, on ne sait toujours pas qui est responsable de l'incendie. Une personne qui doit également être celle qui a placé le dispositif. Quoi qu'il en soit, pour James et Timothy, cela ne change pas grand-chose. Au moment où la cabane prend feu, les enquêteurs ont déjà pu récupérer toutes les images contenues sur le téléphone de James, mais aussi tous les restes humains qui se trouvaient sur les lieux. Cerise sur le gâteau, Timothy a fait des aveux. Mais justement, leur a-t-il vraiment tout révélé? Les deux amis vivaient reclus dans les bois, à l'abri de tous les regards, depuis des années. Et des rumeurs circulaient à leur sujet parmi les locaux. Des rumeurs persistantes, liées à une éventuelle pratique du cannibalisme. Bien sûr, les détails divergent selon les personnes qui en parlent. Mais force est de constater que les gens des environs étaient peut-être déjà informés de quelque chose. Il est donc fort possible que Cassidy n'ait pas été la seule à pâtir de l'excès de confiance qu'elle avait accordé à James. Et effectivement, lorsque les techniciens informatiques du FBI analysent plus en profondeur les appareils saisis, ils constatent la présence de messages étranges échangés par les suspects, des discussions codées, dans lesquelles des références à d'autres invités sont mentionnées. Timothy a d'ailleurs révélé aux enquêteurs qu'il était déjà allé au Walmart local à la recherche de victimes. Le tout en précisant que les adolescents de 13 ou 14 ans les intéressaient particulièrement. Une préméditation qui renforce l'hypothèse que leurs activités criminelles ne se limitaient pas à un acte isolé, mais s'inscrivaient dans un comportement établi depuis longtemps, potentiellement lié à un réseau plus vaste. James était quant à lui inscrit sur un site de rencontre BDSM. On peut donc se demander s'il n'utilisait pas Internet pour inciter des femmes à venir chez lui. De plus, les photos de Cassidy étaient trouvables sur le Darknet. Cela suggère qu'il faisait peut-être partie d'un réseau dédié au cannibalisme ou même à la torture. On peut supposer que James et Timothy acceptaient des commandes de la part d'autres utilisateurs. Si c'est le cas, il y a des chances pour que ce soit la raison pour laquelle ils ont pris tant de photos et de vidéos avant et pendant le meurtre. La cage dans laquelle Cassidy a été retenue prisonnière est d'ailleurs particulièrement grande. A-t-elle été construite spécifiquement pour garder un être humain captif? Est-ce que quand la cabane a flambé, toutes les preuves avaient déjà été trouvées? Combien d'éléments pouvant peut-être incriminer d'autres personnes ont pris feu dans l'incendie? Ces interrogatoires poussent les enquêteurs à élargir leurs investigations, cherchant d'éventuels liens avec d'autres disparitions non résolues dans la région. Le shérif a cependant affirmé par la suite que rien ne prouvait qu'ils avaient fait d'autres victimes. Peut-être ont-ils essayé, sans réussir. Quoi qu'il en soit, le 17 novembre 2021, les deux hommes sont formellement inculpés de meurtre avec préméditation et d'abandon de cadavre, en plus des charges d'enlèvement qui étaient déjà retenues contre eux. Le bureau du procureur annonce également qu'étant donné la nature particulièrement odieuse et préméditée de leur crime, il compte requérir la peine de mort contre les deux accusés. Je n'ai pas réellement un avis tranché sur la peine de mort, mais je vous avoue que dans ce cas spécifiquement, je ne suis pas spécialement choqué qu'elle soit requise. Lors de l'audience préliminaire qui se tient en février 2022, de nouveaux détails macabres sont révélés au public. James avait en vérité spécifiquement ciblé Cassidy, et son meurtre a été planifié des mois en arrière par les deux complices. Ce n'est pas un hasard si elle s'est retrouvée chez eux, parce que, avant de lui offrir un toit, elle avait été en quelque sorte étudiée. On ne sait pas exactement comment ils se sont rencontrés pour la première fois. Ce qui est sûr, c'est qu'en parlant avec Cassidy, James s'est renseigné sur ses habitudes, comme sur ses faiblesses. Cela lui a permis de mesurer l'ampleur de la précarité de sa situation. Il se doutait aussi probablement du fait qu'elle ne serait pas recherchée immédiatement en cas de disparition. Un piège parfaitement orchestré par un prédateur patient, qui savait que Cassidy n'aurait pas d'autre choix que d'accepter sa proposition d'hébergement quand il la lui ferait. Quant à Timothy, l'image du prétendu simple comparse qu'il tentait de projeter s'effondre lorsque les procureurs présentent des échanges de messages entre les deux hommes. Ces communications montrent clairement qu'il était un participant actif, et non une personne manipulée par James ou forcée d'agir. Dans certains messages, Timothy suggérait même des idées de torture que son ami n'avait pas envisagées. Les autorités sont finalement parvenues à reconstituer avec précision les derniers jours de vie de Cassidy.
Selon les éléments recueillis, elle aurait été faite prisonnière peu de temps après son arrivée à la cabane, subissant diverses formes de maltraitance et de torture pendant près de 2 semaines. Son calvaire a pris fin le 24 juillet 2021, jour où James l'a tuée par strangulation, comme l'a affirmé Timothy. 14 ans après le meurtre, restée irrésolue de sa propre mère, Cassidy en a elle aussi été victime. Face à la montagne de preuves contre eux et à la perspective quasi certaine de se voir condamnés à la peine capitale, les 2 accusés acceptent séparément une proposition du bureau du procureur. En 2023, James et Timothy plaident tous 2 coupables du meurtre avec préméditation de Cassidy. Le premier a toutefois eu le culot d'opter pour un plaidoyer Alford. Cela veut dire que James maintient son innocence tout en reconnaissant que les procureurs ont suffisamment de preuves pour pouvoir demander une condamnation. Le juge les condamne à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, mais également à payer 30 millions de dollars en compensation aux enfants de leurs victimes. Une sentence qu'il qualifie de tristement insuffisante face à l'horreur des actes commis, mais qui représente la peine maximale applicable dans le cadre de l'accord de plaidoyer. Pour la famille de Cassidy, ce dénouement judiciaire n'apporte qu'un soulagement mitigé. L'absence de procès complet, bien que compréhensible d'un point de vue pragmatique, prive ses proches de certaines réponses, qu'ils espéraient obtenir et qu'ils n'obtiendront probablement jamais. À présent condamnés à perpétuité, James et Timothy n'ont plus aucune raison de parler. L'affaire Cassidy Rainwater a profondément marqué la région par l'horreur des actes commis. D'ailleurs, elle souligne aussi le rôle crucial que peut jouer un simple geste, comme l'envoi d'un message anonyme dans la résolution d'un crime. Un élément qui reste d'ailleurs mystérieux. Qui a envoyé les photos de Cassidy enfermée dans la cage au FBI? Les enquêteurs émettent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une personne ayant vu les images sur le téléphone de James. Peut-être un proche, à qui les colocataires auraient montré leur œuvre dans un moment de vantardise. Cette personne, prise de remords, mais craignant d'être impliquée, aurait choisi la voie de l'anonymat pour alerter les autorités. Bon, voilà, je n'irai plus jamais dormir ailleurs que dans mon lit. Voici pour cette affaire criminelle tristement extraordinaire. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez CAGE en commentaire, ça me donne encore des frissons d'ailleurs. Merci à vous d'être toujours présent sous les vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo, c'est juste là. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très vite. Bye.